Jean-Baptiste est spécialisé sur le trading de futurs. Alors, pour une présentation complète, vous avez des vidéos qui existent sur Internet pour en savoir plus sur Jean-Baptiste, son trading, son installation à Montréal. Donc là, tu es venu notamment dans le cadre d'une formation que tu as donnée à Bordeaux la semaine dernière. Je crois qu'il y a plusieurs élèves qui étaient présents. Tu souhaites qu'on oriente cette interview vers les futurs vraiment. Tout de même, on va commencer par te présenter et ensuite je te laisse prendre la parole et développer sur les futurs. Ok, parfait. Donc, messieurs, dames, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Ça va? Oui, parfait. Donc, moi, c'est Jean-Baptiste Père. Je suis fondateur et trader dans une firme de trading à Montréal qui s'appelle Emporos Capital. Je me suis spécialisé sur les contrats futurs, donc principalement sur la dette souveraine américaine, donc sur les bons du Trésor américain, mais également aussi sur tout ce qui est le Nasdaq, le Dow Jones, le Russell et le S&P 500. Donc ma façon d'intervenir sur les marchés, c'est de la façon de comment moi j'ai été formé, c'est-à-dire à Citadel. Donc j'ai été formé chez Citadel il y a à peu près 8 ans environ. Et je traite de façon en fait institutionnelle, c'est-à-dire absolument sans graphique. Tout se passe sur les carnets d'ordre parce que les contrats futurs, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un marché qui est centralisé. Et donc l'avantage que vous avez tradé sur ces marchés-là, c'est que contrairement à la croyance populaire, les contrats futurs vous offrent énormément de transparence. Alors, en quoi est-ce important en Europe? Les futurs se développent, mais on a davantage un marché de CFD, donc là où il y a moins de transparence, c'est des contrats for difference. Ceci dit, quand on est chez un bon courtier, on n'a pas de cotation farfelue, etc. A priori, en tout cas, toi, qu'est-ce qui te fait penser que c'est important de passer sur les futurs? Bah, déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis sont un pays qui sont les plus gourmands des produits spéculatifs et les CFD sont interdits aux États-Unis, idem comme au Canada. C'est sûr que les CFD, vous n'avez pas la transparence que peut offrir des futurs, premièrement parce que ce n'est pas un marché qui est centralisé. Donc quand on est au niveau des futurs, tout va se passer au CBOT, donc qui est le Chicago Board of Trade. Vous avez là-bas en fait toutes les transactions qui arrivent en même temps. Donc, pour ceux qui connaissent, vous avez le bid et le ask qui vous permettent vraiment de voir les intentions d'achat ou les intentions de vente, mais également la lecture du tape qui va vous permettre en fait de voir ce qui est le plus important, c'est-à-dire les transactions qui sont réellement effectuées. Donc je sais que en utilisant le tape, vous êtes en mesure de voir par exemple les ordres iceberg, vous pouvez voir les manipulations au carnet et également, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent en France, tout le monde parle des algos comme quoi ça y est, tu ne peux plus utiliser le carnet d'ordre parce qu'il n'y a que des algos. Je peux vous garantir que les algorithmes de trading, c'est mes meilleurs amis. La raison, elle est super simple, c'est que quand vous travaillez sur des carnets lourds, donc on parle d'environ de 2000 à 4000 contrats par ligne, par niveau de prix, c'est sûr que les algos, ils vont juste se battre sur un tick. Donc ça fait que vous êtes en mesure de sortir de votre position et de rentrer d'une façon très rapide et vous êtes exécuté rapidement. Donc par rapport à ça, je trouve que les algos justement ont apporté de la liquidité au marché. Et justement, quand vous faites du scalping sur carnet d'ordre et du scalping sur futur, vous avez besoin de travailler sur des produits qui sont liquides dans un premier temps. Après, c'est sûr que si vous tradez le pétrole ou l'or, en fait, ne faites juste pas ça. Parce que déjà, vous allez faire une crise cardiaque. Et surtout que là, les algos sont beaucoup plus rapides. Et c'est sûr que le cerveau humain ne sera pas en mesure de comprendre. Vous n'allez même pas être en mesure de voir ce qui se passe au niveau du bid et du ask. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur des carnets dits lourds. Du coup, ce qu'on appelle carnet lourd, donc bien sûr il y a les bons, les dettes, les emprunts souverains. Donc en Europe on va avoir le Bund, aux États-Unis il y a le T-Note, etc. Est-ce qu'il y a d'autres carnets lourds, je sais pas moi, par exemple l'Eurostox, est-ce que c'est considéré comme un carnet lourd sachant qu'il y a énormément de volume ou pas? Après, c'est sûr que moi, je suis moins spécialisé sur les indices européens parce que ça fait 2 heures du matin pour chez moi, donc je dors à ce moment-là. Bah, le S&P 500, c'est sûr que c'est un carnet qui va être beaucoup plus lourd. On peut retrouver, lourd, pas forcément. Par rapport aux autres indices, oui, effectivement, on peut dire qu'il est plus lourd parce que quand on regarde par exemple sur du Dow Jones ou du Nasdaq, vous allez avoir entre 5 et 10 contrats au bid et au ask pour chaque niveau de prix. C'est sûr que ça va extrêmement vite. Le S&P 500, vous êtes sur du 200 à 400 par niveau de prix, dépendamment des journées. Et c'est sûr que le S&P 500, de par le fait qu'il est, oui, certes volatile, mais c'est rien par rapport au ES, enfin
au Nasdaq ou au Dow Jones par exemple, ça vous permet vraiment de voir le tape, justement, les inside prints, les absorptions, c'est plus intéressant. Après, je pense qu'aux États-Unis, ce qui est vraiment reconnu, c'est les bons du trésor, par exemple américain, le 10 ans, le 30 ans, vous avez aussi le 5 ans et le ultra band, ils fonctionnent de toute façon en corrélation, donc c'est sûr que c'est des marchés, les marchés les plus liquides et qui offrent, si vous voulez, une meilleure exécution dessus. Ok. Du coup, en moyenne, combien de temps va durer ta position? Je suppose que ça peut se faire très vite si tu vas chercher quelques ticks. Par contre, tu dois avoir aussi des positions qui traînent. Aussi, comment gères-tu les prises de perte? Parce qu'en scalping, euh, quand tu vas chercher quelques ticks, on sort assez rapidement. Quand ça se passe mal, à quel moment tu décides de couper ou d'alléger ta position? Bah, déjà, je pense qu'on va diviser la question en deux. La première partie, ça va être que de casser un petit peu le mythe populaire qui pense qu'un trader au carnet d'ordre fait 200 trades par jour. Je pense qu'il n'y a absolument rien de plus faux que ça. Les trades, comment je vais les couper? En fait, c'est l'avantage de travailler sur des carnets lourds qui n'ont pas beaucoup de volatilité, fait en sorte que vous êtes facilement en mesure de sortir soit sur votre point d'entrée, donc ce qu'on va appeler un scratch, ou alors de sortir avec un tick, voire 2 ticks de perte maximum. Donc de façon, quand vous voyez que, exemple, vous prenez une position longue, vous voyez que les bids sont en train de se vider, vous voyez que les asks sont en train de grossir et d'attaquer les bids, à ce moment-là, de façon super logique, tu n'as plus rien à faire dans cette position-là. Donc ça te permet de couper en fait très très rapidement. Contrairement aux personnes qui vont utiliser par exemple des stops, ils vont se dire je mets un take profit à 20 puis un stop à 10. Je pense qu'on sait tous que le stop sera toujours touché à 10. Et puis, il faut prendre en compte les conditions de marché. Je pense qu'une des erreurs du money management qui se fait, c'est que les gens vont appliquer une seule règle pour tout type de marché, alors que la chose la plus importante qu'il faut faire, c'est concentrez-vous sur le contexte du marché. Une fois que vous avez déterminé quel est le contexte de marché, c'est là que vous allez être en mesure d'adapter votre sortie. Et surtout, je pense qu'il y a une des choses aussi qui fait en sorte que les gens perdent de l'argent, c'est que quand ils vont rentrer dans une position, ils vont se dire, moi je veux que le marché, il aille ici. La règle d'or, c'est tu prends ce que le marché te donne. Et donc, si le marché va contre toi, tu n'as plus à être là. Donc, de par le fait de s'adapter au contexte, tu peux sortir très rapidement de tes positions. Et l'avantage justement d'avoir des algos, c'est qu'ils te bouffent tous les contrats à chaque niveau de prix. Donc, du coup, tu peux sortir. Dès que tu as décidé de sortir, tu cliques, puis instantanément, tu es sorti de ta position. Alors, dit comme ça a l'air facile, mais justement, tout l'enjeu, et en plus, je trouve encore plus en scalping, c'est dur de se dire, voilà, j'ai eu tort et je coupe. Et c'est ce qui fait qu'on on se retrouve dans des situations plus ou moins périlleuses. Est-ce que toi, tu as toujours pu sortir sans aucun mal et accepter tes pertes quand elles se présentent? Ou est-ce que, comme la grande majorité d'entre nous, et moi le premier, tu as été confronté à des difficultés à prendre tes pertes? Comment tu gères ça? Est-ce que tu as des conseils, Oui, effectivement, je pense que dans le trading, on a tous fait des bêtises à un moment donné. Là. C'est la personne qui va dire non, voilà, sera pas trop crédible. Je pense qu'en fait, à partir du moment où déjà tu en as marre de perdre de l'argent, et à partir du moment où est-ce que tu comprends que la chose la plus importante qui doit être faite quand tu fais du trading, c'est pas se faire de l'argent. Là, je pense que tout le monde me regarde avec un air bizarre en me disant tu veux faire du trading pour faire de l'argent? Oui, mais pas dans un premier temps. La première chose à faire, c'est vraiment se concentrer sur le processus. Donc un des avantages qu'on va avoir avec les carnets d'ordre, c'est que si tu sais trader avec un contrat, tu vas trader exactement de la même façon avec 10, 20 ou 30 lots. C'est juste tout simplement au niveau de ta psychologie, quand tu vas être en mesure de déterminer, si tu veux, de séparer l'émotionnel de l'argent et que tu vas être en mesure de t'adapter au contexte, c'est là que tu arrêtes de faire des bêtises. Donc c'est sûr que moi j'en ai fait, je sais qu'au début c'était t'arrives pas à encaisser ta perte, t'arrives pas à toi-même te sortir du marché, et là tu essayes de faire un moyennement à la baisse, ça c'est le truc qui ne marche de toute façon jamais. Donc au bout d'un moment, tu vois, quand le marché il est contre toi, exemple, reprenons l'exemple de la position longue, si tu es rentré long, on va dire à 10, et que tu vois que les bids ils se font détruire à 10, à 9, à 8, puis que de l'autre côté tu as les as qui grossissent, je veux dire, si tu n'arrives pas à sortir de là, c'est un problème psychologique que tu dois vraiment, toi, accepter la perte. Donc je pense que ça, que tu fasses du scalping ou que tu fasses toutes sortes de trading, c'est vraiment cette partie-là que les gens doivent vraiment travailler. Toi, moi je pense que quand je dis que le trading c'est un métier d'élite, je dis pas que c'est un métier d'élite pour se vanter ou peu importe. Je dis que c'est un métier d'élite parce que c'est le seul métier dans lequel en fait tu dois faire face à toi-même. Je veux dire, une technique de trading concrètement c'est 5% de ta réussite. L'autre 5%, ça va vraiment être, quand tu fais du trading, surtout n'en parle pas.
Parce que personnellement, quand tu dis que tu fais du trading, les gens vont avoir des préjugés. Et quand tu vas passer par des périodes de doute, les gens vont te remettre au visage que voilà, ah tu vois, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. Surtout que par rapport aux États-Unis ou au Canada, le trading en France a vraiment très très mauvaise figure. Donc quand tu dis que tu fais du trading, c'est sûr que t'es déjà mal vu. Et le 90% de ta réussite, c'est vraiment toi-même en fait. C'est est-ce que tu es capable de te regarder dans un miroir puis de te dire, ok, parce que dans le trading, tu sais, la façon de comment tu agis dans la vie, tu vas faire exactement la même chose devant les marchés, exposant 1000. Donc si tu es impulsif dans la vie, tu vas l'être encore plus sur les marchés. Donc pourquoi je dis que c'est un métier d'élite dans le sens que c'est le seul métier où tu dois vraiment ne pas te mentir à toi-même, te regarder en face et dire regarde, mes défauts c'est ça, 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 ça. À chaque fois que je fais ce genre d'erreur-là, eh bien il arrive ça. Donc c'est toute cette partie qui est psychologique. Ok, bah ouais, c'est complet. Là, tu as donné une formation à Bordeaux. Qu'est-ce qui a été enseigné? Quels sont les outils utilisés, les plateformes, etc. Euh, Vous voulez répondre? Non. Bon, bah, j'ai fait une formation sur Bordeaux. C'est la première fois que je fais ça parce que j'ai un centre de formation à Montréal. C'est sûr que pour tout le monde, venir à Montréal, des fois, c'était peut-être pas forcément le plus évident. Ce qu'on enseigne, en fait, c'est vraiment, on part de la base et on regarde pourquoi déjà on va utiliser le carnet d'ordre. Quels sont les avantages, donc pourquoi utiliser les contrats futurs. La plateforme que j'utilise, moi, c'est Jigsaw Trading. Donc Jigsaw Trading qui est un peu l'équivalent de Xtrader, mais selon moi mieux fait et beaucoup moins cher. Et en fait, ce qu'on va regarder, ce que je leur apprends en premier lieu, c'est deux choses qui sont primordiales et je pense que tout le monde devrait se concentrer là-dessus, peu importe votre niveau en trading ou même si vous commencez, que vous faites du scalping ou pas. C'est premièrement comprendre les contextes de marché. Quand vous êtes en mesure de comprendre des contextes de marché, je veux dire surtout avec Monsieur Trump en ce moment qui fait des contextes de marché assez... voilà. C'est sûr que apprenez les contextes de marché et après par la suite c'est apprendre vraiment à se gérer soi-même puis à faire ce qu'on appelle des scénarios tout simplement. L'avantage des carnets c'est que vu que c'est un marché qui est centralisé et que tout le monde voit exactement la même chose, tu sais sur un graphique tu vas mettre des lignes de tendance mais selon où tu vas mettre tes lignes tu peux avoir des résultats qui vont être différents ou une façon de penser différente. L'avantage du carnet c'est que tout le monde voit la même chose. Donc tout le monde voit les intentions d'achat et de vente. Tout le monde va voir le plus important, c'est-à-dire les transactions qui sont réellement effectuées. Tu peux le voir dans la lecture du tape. Ça, c'est du concret, c'est du réel. Si tu vois que, par exemple, tu arrives sur un plus haut de marché et que tu vois dans le tape des gars qui balancent des 500, 1000, 2000 lots, il y a quand même des chances que ça casse et c'est du concret. Donc c'est vraiment ce que je leur ai appris, c'est déjà à apprendre des contextes de marché, à apprendre à faire des scénarios en tant que tel, à se concentrer sur le processus, puis voir un petit peu les problèmes, parce que chacun des participants de ce programme-là, je peux savoir que ok, toi tu dois travailler telle chose, telle chose, telle chose, et au sein même de la formation, nous ce qu'on fait c'est faire du suivi qui est illimité sur le long terme, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que si vous voulez faire du trading, peu importe le style de trading que vous voulez faire, la première question à vous poser c'est pourquoi vous voulez faire ça? Et la réponse, c'est pas faire de l'argent. La réponse, c'est est-ce que vous voulez faire ça parce que vous voulez en faire un métier ou vous voulez faire ça pour faire le malin devant les copains? Je veux dire, n'oubliez pas, du fait que le trading est super accessible, du fait que vous pouvez ouvrir un compte à peu près chez n'importe quel broker en 5 minutes, ça fait croire aux gens que vous pouvez réellement devenir trader comme ça en prenant une formation de 2 jours. C'est pas vrai. Je veux dire, n'importe qui va pas devenir un avocat sous 2 jours. Ou sinon, moi perso, je le prends pas. Donc je veux dire, si vous voulez faire du trading, voyez ça comme un métier, puis soyez prêt à passer du temps, puis vraiment à vous donner. ok. Tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, tu m'as dit qu'hier tu étais surpris de l'impact qu'a eu la BCE, notamment sur les marchés américains. On est dans une période où les banques centrales ont un grand rôle de soutien à l'économie. Ça peut être critiqué. Ça mène un contexte de taux bas généralisé, même de taux négatifs en Europe. Je sais pas, parce que toi en tant que scalper, tu es vraiment dans l'étude des transactions, des volumes, etc. Mais est-ce que tu prends quand même du recul pour essayer de comprendre le contexte dans lequel on est d'un point de vue fondamental? Je suppose que hier, tu as quand même adapté ton trading. Alors, je sais pas si tu as tradé hier, mais à ces contextes. Et la semaine prochaine, on a la Fed, par exemple. Je suppose que tu vas adapter aussi ton trading, voire ne pas trader du tout. Je sais pas comment tu appréhendes tout ça. Bah, c'est sûr que la fête, je me rappelle, il y a quelques années, il y a 5 ans en arrière, tu avais la fête 2 fois par année, là, puis c'était comme Noël, tout le monde l'attendait. Cette année, je pense que tu as la fête à peu près tous les 3 semaines. Donc c'est toujours les mercredis, et tu sais que justement, de par le fait qu'il y ait la fête les mercredis, tu sais que le lundi et le mardi,
ça va être quand même très calme. Et le mercredi, tu as juste les institutionnels qui vont contrôler le marché. Donc tu vas avoir un range de 8 ticks, par exemple. Je parle sur les bons américains. Et ça va juste être de l'institutionnel qui se débarrasse ou qui fait des positions. Donc ça, c'est un contexte. Après, c'est sûr qu'au niveau de l'Europe, tu sais, dans la finance de façon globale, c'est les États-Unis qui sont les patrons. Donc je veux dire, si tu as le marché asiatique qui va être rouge, l'Europe qui va être rouge et le US qui va terminer en vert, bah, tu sais que le lendemain, hop, tout le monde va s'aligner sur les US. Je t'avoue que quand même, hier, j'ai été assez surpris que la décision de la BCE ait autant d'impact sur les marchés. Je pense que sur les bons du Trésor, quand ils ont sorti leur nouvelle, on a monté quasiment de 30 ticks, peut-être, quelque chose comme ça. Donc j'ai quand même été assez surpris. Je m'attendais à ce qu'il y avait une nouvelle. Mais à ce point-là que ça décale aussi fortement les marchés, non, pas du tout. Ok. Et du coup, est-ce que tu penses que la semaine prochaine, ça va aussi beaucoup bouger avec la Fed? Pas vraiment, honnêtement. Après, parce que la Fed, je veux dire, vu qu'ils font des réunions toutes les 3 semaines, entre les annonces, puis après les reports qu'ils font la semaine d'après, je veux dire, tu sais, Jérôme Powell, il va faire des discours, ça dure 45 minutes, 1 heure, puis en fait, il dit absolument rien. Donc, je veux dire, je m'attends pas vraiment à ce que ça fasse un impact. On verra bien. Après, je veux dire, je pense pas qu'on peut deviner, savoir qu'est-ce qui va se passer ou pas. De toute façon, c'est même pas ça la question. Quand on fait du scalping, on n'est pas là pour faire de l'anticipation sur des choses. On est là pour être uniquement en réaction à ce qui se passe. Donc, je verrai bien la journée même. Ok. Est-ce que tu trades au quotidien? Tu animes des formations, donc c'est compliqué de cumuler les deux. Comment tu gères ça? Ben, en fait, il y a deux choses. Premièrement, la partie formation, c'est pas du tout mon activité principale. Moi, c'est vraiment le trading. Partie formation, je le fais par passion. Je choisis aussi les gens avec qui j'ai envie de travailler. C'est sûr que quand je fais des formations comme ça sur Bordeaux, bon, je vais pas trader avec des positions comme je fais d'habitude du 40, 50 ou 60 lots. Mais par contre, je serai toujours en réel devant les élèves parce que la simulation de toute façon ne sert absolument à rien. Et c'est sûr que quand je trade, par exemple, quand je suis à Montréal, j'anime ce qu'on appelle la radio live. Donc en fait, ça c'est pendant 3 heures, je vais commenter les marchés en direct, c'est gratuit pour les participants du programme. Mais c'est pas un service de signal achète ou vend, parce que premièrement, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt. Tu dois apprendre aux gens vraiment à réfléchir par eux-mêmes. Et tout simplement, je fais mon trading, donc comme le nom le dit, la radio, il n'y a que moi qui peux parler. Donc je vais décrire le marché, je dis ok, cette position est intéressante parce que tel contexte et telle chose. Après que les personnes prennent les positions de l'autre côté ou pas, ça les regarde absolument pas. Mais du coup, ça me permet de vraiment trader pour mes activités personnelles, puis donner de l'information. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Vu que c'est un métier, pour pouvoir aider des gens dans leur parcours de trading, il faut que tu les accompagnes sur du long terme. Donc moi, ça me permet je viens environ une quarantaine de personnes qui suivent la radio, de plus en plus il y en a maintenant, puis ces gens-là, de par le fait que je leur répète des choses, tu dis, ah, vous avez fait attention, le UB vient de faire ça, le S vient de faire ça et tout, ben, ça les aide justement à devenir meilleurs, puis à commencer à gagner des bons réflexes. Ok. Quand on est en scalping, ou en tout cas sur du trading à très court terme, on sort un peu des rendements habituels. Je veux dire, quand on investit, en général, on se base sur des benchmarks qui sont les indices. Donc si on prend en France, on va se baser sur le CAC 40. Une bonne performance annuelle, c'est 10-15%. Bon, cette année, on a une bonne année, mais il faut dire qu'il y avait eu une fin d'année qui était très mauvaise, donc on partait très bas et depuis début janvier. Mais voilà, 10-15%, c'est déjà une très bonne année avec un investissement classique sans effet de levier. Quel type de rendement est-ce qu'on peut aller chercher et quel type de drawdown est-ce qu'on peut atteindre avec les approches que tu enseignes? Après, la question, c'est sûr qu'elle est un peu biaisée parce que je veux dire, chaque personne va trader de façon différente. Vous allez avoir des contextes qui vont être différents. Donc, par exemple, si je me rappelle, moi, une de mes meilleures années, ça a été 2017 et puis on va dire début 2018. De par le fait des tweets de Trump, de par le fait de toutes ces activités, on se faisait des journées avec énormément de liquidité et de volatilité, donc chose qu'un scalper a vraiment besoin. Après, en termes de rendement, c'est sûr que tu atteins quelque chose qui est beaucoup plus important que les rendements que tu viens de dire. Ça dépend après de chaque personne. Après, c'est sûr que quelqu'un qui va suivre, par exemple, notre programme de formation n'aura jamais les rendements que j'ai. Il faut être honnête. Je veux dire, j'ai 10 ans d'expérience. Je pense que si quelqu'un veut savoir la réalité de quels sont les rendements que les personnes qui ont suivi cette formation-là veulent avoir, je pense que la façon la plus simple, c'est tout simplement de demander aux élèves qui sont par exemple ici présents, ou alors, moi tu vois, j'ai aucun problème à ce que les gens contactent n'importe quelle personne qui sont passées par chez nous. Notre devise, ça a toujours été de travailler en honnêteté puis en transparence, donc c'est sûr qu'il y en a qui vont faire moins que 15%,
puis il y en a qui vont faire beaucoup plus que ça. Ça va vraiment dépendre de tous et chacun, et ça va dépendre des contextes de marché. Comme tu vois, par exemple, le mois d'août qu'on avait aujourd'hui, enfin qu'on avait cette année, tu vois qu'il y a eu énormément de volatilité, mais en termes de liquidité, c'était complètement nul. Donc intervenir sur les marchés pendant le mois d'août, moi, j'ai absolument rien fait, comparé à l'an dernier où j'avais fait des résultats intéressants. Donc c'est toujours une question de contexte, et d'année en année, tu peux pas avoir quelque chose d'assez... Pas forcément, tu restes un petit peu dans les mêmes ranges, mais ça dépend vraiment de ce que le marché te donne au final. Ok, en termes de drawdown, tu as dit voilà, il faut savoir prendre sa perte quand de toute façon il n'y a plus les signaux et qu'on voit que la liquidité change de main et qu'on n'est pas dans le bon wagon, il faut tout de suite sortir. Mais on peut avoir des décalages, des spikes assez rapides, on peut être surpris. Est-ce qu'on a toujours, par rapport aux produits que tu traites qui sont des carnets lourds, on a toujours la possibilité de sortir exactement au cours où on veut, on n'est jamais surpris avec des décalages plus importants? Déjà, premièrement, c'est sûr que la première chose qu'on va mettre, c'est quand on rentre dans une position, je veux pas, je veux pas que tu me dises voici le profit que je veux atteindre. Tu vas prendre ce que le marché te donne, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je veux que ton scénario d'invalidation soit clair. Donc à partir du moment, comme l'exemple que je te donnais tout à l'heure, si tu vois que les bits se retirent, tu sors tout de suite, tu n'as pas à discuter. Mais tu vas quand même mettre un stop, on va dire, à 4 ticks. C'est tout simplement si jamais tu as une déconnexion, si jamais tu as un spike ou quelque chose comme ça. Mais de par le fait qu'on travaille sur des contrats qui sont quand même, enfin sur des instruments qui sont quand même très très lourds, avoir des spikes énormes, t'en as très très rarement. À moins que quand tu as des nouvelles économiques, mais de toute façon, peu importe qui tu es avant une nouvelle économique, je veux dire, c'est comme jouer au loto, là, je veux dire, tu rentres pas en position. Moi, je sais que quand j'arrive proche, par exemple, si on a une nouvelle à 8h30, je sais qu'à 8h27, 8h28, gros maximum, je vais sortir de ma position. Puis de toute façon, tu vas voir les carnets qui vont se mettre à se vider. Et si jamais il n'y a pas de nouvelle économique, si tu es attentif à ce que tu fais et que tu vois que par exemple sur le ZN, d'habitude tu as entre 3 et 4 000 sur chaque niveau de prix, que tu vois que d'un coup ça dry up et que tu vois tous les carnets qui se mettent à vider et que tu te trouves avec 200 ou 300, tu sors instantanément parce que tu sais qu'il y a quelque chose. En ce moment, c'est Trump qui fait un tweet, donc tu sors tout de suite. Ok. Quels sont les projets là pour les mois à venir? Donc ton trading classique, Emporos, il y a aussi des activités en ligne sur Emporos, tout le monde n'a pas à venir directement sur place. Quels sont tes projets? Mes projets, ben, ça va continuer comme je fais en ce moment. Après, c'est sûr que là, je suis en négociation pour devenir un broker futur, en fait, et ouvrir également des bureaux à New York. Et je pense que la partie formation va prendre peut-être un petit peu, enfin, va réduire, honnêtement, parce que je choisis vraiment les gens avec qui je veux travailler. Et c'est sûr que il y a d'autres activités comme devenir broker, comme aussi créer la plateforme Emporos Capital. Donc tout ça me prend énormément de temps. Puis je pense que je vais vraiment me focaliser là-dessus. Ok. Donc on peut te suivre sur les réseaux sociaux, tu es assez actif, Twitter, Facebook notamment, d'accord? Facebook? Oui, tout ce qui est Facebook. Après, je pense que le plus simple, si jamais vous voulez de l'information, que vous décidez de prendre l'information ou pas, moi je veux dire, ça change absolument rien pour moi. Le mieux, c'est de passer par le site puis m'envoyer un email, tout simplement. Et puis, si jamais vous voulez faire un Skype pour discuter, ça me fera toujours plaisir. À savoir, je préfère mettre les choses au clair d'avance. Je ne réponds pas aux commentaires négatifs ou aux personnes qui vont demander de justifier parce que j'ai pas vraiment le temps pour ça, malheureusement. Ouais. Au niveau du trading, donc tous les soirs vous êtes entièrement flat, il n'y a plus aucune position ouverte en overnight? Pas du tout. En fait, bon, moi j'ai des positions long terme, mais ça par rapport avec le scalping. Au niveau du scalping, c'est sûr qu'on va vraiment. Le mythe populaire veut qu'un trader fasse du scalping au carnet d'ordre pendant 8 heures. Je veux dire, tu peux pas. Je veux dire, tu es tellement concentré sur ce que tu fais qu'au bout de 8 heures, de toute façon, tu es lessivé, que tu vas faire à peu près n'importe quoi. Donc, personnellement, moi je commence à 7h45 heure de New York. Enfin, et après, je vais trader, je vais faire la première ouverture du Seaboat à Chicago à 8h20. Après l'ouverture du CME à 9h30. Et vers environ 10h45, 11h, à ce moment-là, je vais arrêter du côté scalping parce que, si tu veux, c'est les gros joueurs ont fait leur mouvement, tu as eu les très bonnes opportunités, puis après tu vois concrètement au niveau du tape et puis même au niveau du bid et du ask que les gros joueurs sont partis. Donc moins tu as de volume, moins tu as de liquidité, plus tu vas t'exposer au risque. Donc concrètement, tu es là pendant 2h30, 3 heures. Où est-ce que c'est intense? Où est-ce que tu as de la liquidité? Tu profites et après tout est complètement fini. Enfin, les positions sont clôturées en fait. D'accord, donc ça fait des journées assez courtes, et même tu dis au sein des sessions, c'est même pas toute la session qui est intéressante, mais les premières heures d'échange. Ok, intéressant.
d'autre part, tu as mentionné là, des investissements long terme. Est-ce que tu les cumules dans une logique globale avec ton trading court terme ou tu sépares complètement les deux et ça n'a rien à voir? Bah, ça a à voir un petit peu dans le sens que quand je me base sur du trading long terme, donc c'est pas du tout avec de l'analyse technique ou des choses comme ça. Moi, je vais vraiment baser en fait ce qu'on appelle l'investissement sur la valeur. Donc en fait, je vais vraiment me baser sur les rapports financiers des entreprises et savoir si les institutionnels sont en train de prendre possession de ces actions-là ou justement sont en train de s'en débarrasser. Et également, vous savez qu'il y a une loi aux États-Unis qui force les propriétaires d'entreprises ou les grands dirigeants ou les actionnaires de plus de 10% à afficher publiquement leurs intentions. Donc si tu vois qu'une action qui est montée en flèche, peut-être que sur un point de vue technique, ils vont te dire d'acheter, alors que concrètement, quand tu regardes ce qui est en train de se passer, tu vois que les dirigeants de cette propre compagnie-là sont en train de vendre leurs actions et tu vois que les institutionnels sont en train de s'en débarrasser. Je veux dire, tu shorts, tu vas garder ça le temps que ça dure, puis après tu vas la libérer. Donc ça reste un petit peu la même chose dans le sens que quand je fais du scalping, je regarde quels sont les mouvements des institutionnels, et quand je fais du trading long terme, bah, c'est la même chose, mais sur le long terme au final, quoi. Et du coup, effectivement, ouais, c'est public ces infos aux États-Unis. Moi, je les regarde sur Finviz, mais je suppose qu'il y a un site officiel où ça doit être publié, parce que Finviz, c'est un site tiers. Bah, principalement, le plus facile, effectivement, c'est pour les gens pour aller sur Finviz. Après, moi, j'utilise Finviz Elite. Donc, c'est un service qui est payant. C'est sûr, ouais, 49, un truc comme ça. C'est sûr que moi, ça me donne énormément plus d'informations. Mais après, il y a d'autres sites. Écoute, ce que je pourrais faire, c'est faire une vidéo justement là-dessus que je mettrai sur la chaîne YouTube. Je pense que ce sera plus efficace que le dire comme ça. Ok. Est-ce que vous avez des questions dans l'audience? Oui, bah n'hésite pas à te lever si tu souhaites. Bonjour. En tant que scalper et trader actif, comment vous faites quand vous tradez pas en fait? Par exemple le week-end pour organiser vos journées et tout, ça vous fait pas bizarre de pas trader? Ok. Merci. Bah, pas vraiment, parce que tu sais, j'ai tellement travaillé pendant des années où est-ce que justement je travaillais samedi, dimanche compris à travailler des 10 heures par jour, si c'est pas plus, pour justement bâtir ce que j'ai créé. Donc je te rassure qu'en ce moment, samedi, dimanche, je suis bien tranquille quand les marchés sont pas là, je me repose. Alors là, j'ai une question, mais j'aimerais avoir ton point de vue en tant que Canadien, ou en tout cas habitant de outre-Atlantique. Comment vous percevez les crypto-monnaies là-bas? Ici, ça se développe, mais c'est un thème qui crée des passions comme ça, mais c'est encore quelque chose de marginal. Est-ce qu'il y a un gros engouement ou c'est assez modéré au Canada? Au Canada, ils font absolument la chasse aux crypto-monnaies. Justement, tu sais, ben, je sais pas si j'en avais parlé, moi j'ai eu justement des contrôles de l'AMF, ils ont fait 3 mois d'enquête sur moi, et une des premières questions qu'ils me posent, c'est est-ce que vous faites des crypto-monnaies? Donc j'ai rigolé, donc elle a compris que non. C'est sûr que les crypto-monnaies ont vraiment mauvaise réputation, et l'AMF canadienne ferme toute personne qui parle de ça. C'est sûr que mon point de vue sur les crypto-monnaies il est assez négatif. Et je pense que c'est pas mal partagé par la population, ce genre de choses. Comme tu vois, par exemple, il y a eu un grand engouement pour ça. Et tu vois, de plus en plus, c'est les sites version Le Bon Coin, mais version canadienne. Tu vois énormément de personnes maintenant qui revendent, tu sais, leur rig et qui revendent leur carte graphique, tu sais, pour faire du minage et tout ça. Donc, tu vois vraiment que la tendance là-dessus, elle s'est complètement écroulée au Canada. Alors pourtant, ils ont lancé un futur indexé sur le Bitcoin. Celui du CME est toujours actif. Je crois que l'autre a été fermé ou inversement. Le CBOE. Oui, je crois que le CME est toujours actif et le CBOE a fermé, il me semble. Bah, celui sur le CME, après, c'est pas, honnêtement, je préfère pas m'exprimer là-dessus parce que c'est pas un produit que je regarde de toute façon. Je sais que ça a été fait, mais après, je pense pas que tu sais qu'il y a beaucoup de particuliers qui vont investir dans des plateformes futures pour trader du Bitcoin. Je pense qu'ils ont des alternatives qui leur permettent de rapidement investir sur ces marchés-là plutôt que passer sur les futurs. Donc, écoute, je sais pas, donc je préfère ne pas répondre. Très bien. En tout cas, en ce qui concerne Jean-Baptiste, c'est le trading. On a compris sur certains actifs et des carnets lourds, donc principalement les dettes d'État et principalement tournés vers les États-Unis, les marchés majeurs. Si vous voulez en savoir plus, donc vous avez le site, la chaîne YouTube, les réseaux sociaux. Et je te laisse le mot de la fin si tu veux t'adresser à notre audience. Parfait.
Donc pour m'adresser à mon audience, ce serait plutôt pour m'adresser aux personnes qui m'ont fait confiance, qui sont venues à Bordeaux. Et puis vu que je sais que l'entrevue est enregistrée, je voulais dire à tous les participants de mon programme, vous êtes ma fierté, je suis fier de vous, puis continuez à bosser comme ça. Plein d'amour. Merci Jean-Baptiste, merci à tous.